Henri Doutetien, bonjour. Bonjour, monsieur Aragon. Je rappelle, vous êtes spécialiste des travaux publics. Vous avez longtemps servi l'État à ce titre et avant de vous engager en privé, merci de venir échanger avec nous ce matin au sujet de ces salles de classe qui sont éternellement inondées, en tout cas cycliquement inondées, notamment en début de chaque année scolaire. Alors pourquoi les écoles sont-elles souvent, et ma question va être directe, inondées à la rentrée scolaire? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions strictes pour créer une école? Oui, je n'ai pas les textes exacts en tête en ce qui concerne les indications du ministère chargé de l'enseignement pour la création d'une école. Mais je sais qu'il y a des normes qu'ils imposent en matière de superficie d'une école en vue de son développement et tout, et de la position géographique que le COP doit avoir, ainsi que les conditions morphologiques du sol. Il y a beaucoup de choses qu'ils disent et qui devaient être faites. Maintenant, pour revenir à votre question de pourquoi les écoles sont inondées cycliquement, on dira quelques écoles, on ne dira pas les écoles. Et le phénomène se retrouve beaucoup plus dans les écoles qui sont dans la région méridionale de notre pays, principalement les communes qui sont autour de la basse vallée de l'Ouémé. Voilà les écoles qui se retrouvent dans ces conditions. Et il faut se dire aussi que les rentrées de classe s'effectuent dans cette région pendant la petite saison des pluies. Et si vous regardez le phénomène qui s'est passé cette année, les deux saisons de pluie, la grande et la petite, ont pratiquement fait jonction. Se sont entremêlés. Se sont entremêlés. C'est pourquoi certaines écoles qui se retrouvaient dans des zones basses ont connu cette situation plus désastreuse que les années passées. Est-ce que l'école d'Arblanc-Gandan à Semekpodi est aussi, je dois dire, le long de la basse vallée ou à côté d'un cours d'eau pour être dans cet état qu'on a vu? Ah oui, l'école d'Arblanc-Gandan est dans c'est dans la vallée. Parce que la vallée, ce n'est pas tout simplement, il y a ce qu'on appelle les zones mineures d'une vallée et les rives majeures d'une vallée. On peut dire que l'école, toute la commune de Semekpodi est prise en étau entre le lac et la lagune de Porto-Novo et la mer. Et plus principalement, l'école d'Arblanc-Gandan est plus près du lac Nokwe que plus près de la mer. Donc il y a des zones basses, des crevasses. Mais le problème, que quand on regarde ce qu'il y a eu au niveau du collège, on se dirait bien que cette zone n'est pas une zone appropriée pour y implanter un collège. Comment ça? Parce qu'on voit la végétation qu'on a vue avec des nénuphars, avec, qui sont déjà mûrs, avec des fleurs. Et qui ont couvert toute la surface de l'eau, donc bien développée. Bien développée, on ne peut pas dire que c'est tout simplement parce que c'est les pluies et les qui ont amené ça. Cette zone est probablement, et si on s'y intéresse un peu plus, une zone plus ou moins de bas-fond dans lequel l'école a été déposée. Implantée. Et je vous rebondis. Il faut que les populations, tout le monde, prennent conscience et se regardent en matière de vérité. Moi, j'ai été directeur général de la SONAGIM dans les années 80. Ce qui est l'équivalent de la direction des travaux publics. Non, c'est comme l'hygiène. L'hygiène, oui, on faisait les lotissements. On avait des services partout. On faisait les lotissements. Et le principe de ces lotissements, c'est que les gens sont installés comme ils veulent. On relève tout le monde, c'est ça qu'on appelle l'état des lieux. On remembre toutes les terres et les urbanistes font une étude d'installation en créant les rues, les zones réservées aux infrastructures socio-économiques et on redistribue le reste des terres aux populations. Qu'est-ce qui arrive? Au moment de la redistribution, il est arrivé où on a laissé une bonne zone pour une école. Mais les populations, avec leurs dirigeants politiques à la base, des localités à la base, disent non, moi,
On ne peut pas m'installer dans une zone basse et j'étais sur la TFM, ou bien des gens qui étaient dans les zones basses, qui se sont arrangés pour se retrouver au niveau sur les plans sur TFM. Et il y a je ne dirais pas un consensus, il y a un esprit que je dirais maléfique d'acceptation facile d'aller déposer dans les zones basses publiques dans une zone basse. Dans une zone basse, espérant bien que une fois que c'est là, quelqu'un d'autre, l'État, quelqu'un viendra faire les remblais et nous mettre et sortir l'école de l'eau. Ce que j'ai vu à Glagada, je suis presque sûr que c'est une situation pareille et c'est une zone, un bas-fond dans lequel l'école a été déposée. Ça ne peut pas être dû aux seuls pluies qui sont tombés même cette année. Oui, mais il faut dire que certains territoires, certaines zones sont carrément des bas-fonds qui sont habités même par des populations. Du coup, on ne peut pas installer l'infrastructure ailleurs quand on sait que dans la zone, on en a besoin. Je vais citer par exemple l'école d'Agla, groupe B par exemple, qui aussi est dans la même situation à peu près. Quand on sait que pratiquement les 3/4 du territoire de Cotonou, c'est quand même un bas-fond. Oui, mais c'est du bas-fond, mais l'aménagement de ces territoires doit proposer d'autres modes, d'autres utilisations de ces bas-fonds. C'est simple. Il y a des lacs artificiels qui se créent à l'intérieur des villes. Généralement, c'est les zones basses qu'on met. On peut transformer ça en élément paysager avec des arbres, y mettre une forêt de quelque chose, d'un arbre qui résiste à l'eau pour que les gens puissent y vivre. Mais c'est parce que dans ces occupations, on n'a pas envisagé des aménagements paysagers, des aménagements d'autres formes d'utilisation de ces zones. Et la pression aussi des populations est si forte. Depuis, disons depuis 10 ans à peu près, de plus en plus, les gens s'éloignent de Cotonou. Tout à fait. D'ailleurs, ils n'ont pas vu la spéculation foncière. Plus personne n'a de l'argent pour acheter une parcelle de terre à Cotonou. Donc, de plus en plus, les gens s'éloignent. Et le plateau d'Abomey-Calavi est devenu le réceptacle de cette population qui n'a pas pu s'insérer à Cotonou. Mais si on y prend gaffe, on ne fait pas attention et on laisse le développement plus ou moins anarchique de Cotonou envahir le plateau d'Abomey-Calavi. Du coup, même si vous êtes sur des plateaux, il y a des zones de crevasses. Les gens vont aller s'installer. Ça se voit à Godomé. Tout à fait. Il y a des zones qui s'inondent de façon terrible. Et pourtant, ils sont sur un plateau parce que les populations se sont installées sur les canaux d'écoulement naturel des eaux. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit veiller. Alors, faut-il, je ne sais pas si vous avez lu la presse ce matin, Fraternité a proposé l'avis du secrétaire général de la COSI Bénin qui pense que démarrer les classes au mois de septembre n'est pas vraiment une très bonne idée puisque la saison de pluie accourt toujours au niveau donc de la partie méridionale du Bénin et que ça peut être une explication de la chose. Pensez-vous qu'il faut faire l'option de déplacer la rentrée ou bien faut-il carrément revoir l'aménagement comme vous le proposez? Je propose plus de revoir l'aménagement parce que le problème de la rentrée, sous réserve de ce que disent les ministères et que j'ai entendu, le problème de la rentrée, il y a la rentrée, il y a l'évaluation, il y a les évaluations des travaux faits par les élèves et les étudiants. Et nous sommes dans un système en Afrique de l'Ouest, tout au moins francophone, où le bac se passe dans la même période. Donc, c'est calé. Donc, c'est partant de ce temps, c'est partant de ce point d'arrivée qu'on décline eu égard à quantité de jours et d'heures qu'il faut pour finir les programmes. C'est de là qu'on décline jusqu'à la rentrée. En y réfléchissant, on peut faire quelques aménagements, mais on peut faire quelques aménagements. On gagnerait peut-être 15 jours à peu près, mais je ne sais pas si cela vaut la peine en matière de ce que ça va apporter comme
modification Alors, du système. donc l'option d'aménagement est beaucoup plus intéressante. Oui. Mais cela fait beaucoup de sous, hein, quand vous parlez de lac artificiel, quand vous parlez de construction peut-être en hauteur sur des zones. Mais non, c'est-à-dire, il ne faut pas prendre... Si on commence par poser l'axiome que ça va me demander beaucoup de sous et je n'en ai pas aujourd'hui, il vaut mieux se coucher ou bien il faut mieux aller au cimetière. Toute chose, il faut réfléchir et penser à... Le premier élément, c'est s'asseoir et réfléchir et étudier La solution. la solution. Les moyens pour les mettre en œuvre, ça va venir. Et on trouvera aussi les moyens pour le faire. Alors, dans nos discussions, hein, un de ces quatre, vous avez préconisé qu'il y ait une certaine équité, notamment dans, je dois dire, l'évaluation des apprenants, puisque certains actuellement sont à la maison, alors que d'autres ont commencé les cours, notamment pour ceux qui, je dois dire, vont à l'examen. Vous avez même suggéré qu'on revoigne un peu, je dois dire, le découpage territorial afin que les populations qui partagent ces mêmes réalités soient réunies dans une même entité administrative. C'est exagéré, ça, non? Non, ce n'est pas exagéré. C'est de la pensée prospective. Oui. Et prospective immédiate, si je peux parler ainsi. Je prends la vallée de l'Ouémé. Oui. La vallée de l'Ouémé est un vaste territoire qui fait en moyenne 30 km de large et 100 km de long. Ça commence depuis Cotonou pour aller jusqu'à Zanyanando au moins. Tout à fait. Et le jour se jette dans l'Ouémé et ça, tout ça là constitue la vallée de l'Ouémé. Donc vous avez 3000 km² qui a en son cœur deux communes qui sont Soava, 150 000 habitants, Adégué, 50 000 habitants, ce qui fait 200 000 habitants, et d'autres communes, Bonou, Gambo, Adjoou, Wéri, plongent leurs pieds dans les vallées. Ils ont des villages de gros arrondissements à l'intérieur de la vallée. Si on prend tout ce monde-là, en regardant bien les statistiques, on trouvera à peu près 300 000 habitants. Sur 300 000 habitants, il faut compter au moins dans notre population 100 000 enfants à l'école. Voilà des gens qui, tous les ans, à partir du mois d'août, la vallée est inondée jusqu'à fin novembre. C'est à la fin du mois d'octobre que les terres commencent à émerger. Vous allez tout de suite à Soava, à Gbodière, un peu partout dans la vallée, vous avez jusqu'à 1 mètre, 2 mètres d'eau dans la cour des écoles. Dans la cour des écoles. Donc, ces enfants-là, à moins qu'on se voit la face, ne peuvent pas commencer l'école comme tous les autres. Bon an, mal an, eux autres, ils perdent à peu près un mois. Ils perdent un mois de temps sur les 9 qui sont réservés. Alors, il faut regarder, peut-être pour eux, en ce qui concerne les examens qui sont le CEP et le BPC, comment leur permettre de rattraper un peu le temps, soit en leur faisant passer les examens série des malades, c'est-à-dire qui se passe généralement un mois après la session normale. Après la session normale, ce qui leur permettrait de gagner le temps qu'ils avaient perdu ou leur supprimer ou bien leur réduire comme les congés de détente, les congés de Mais là-dessus, ce sera juste. Ils ont aussi droit à des temps de repos. Réduit. Oui. Parce que, à la limite, je dirais qu'ils ont mangé leur repos au tout début de l'arrêt. Y compris leur maître. Mais la solution qui paraît la plus simple et qui ne dérangerait pas beaucoup de gens, c'est de les apporter à la session des malades pour leur permettre de gagner 15 à 1 mois qu'ils avaient perdu. Pourquoi pas. En tout cas, les réflexions se poursuivent. On peut trouver des solutions en avançant plus les réflexions, afin de voir un peu comment est-ce qu'il faut se montrer un peu plus équitable avec ces apprenants-là qui, ma foi, sont très défavorisés. Et je voudrais rebondir aussi qu'il faut qu'on pense à la maîtrise de l'eau. Le mot inondation a une connotation négative. Mais les crues ont une connotation positive. Les crues, c'est l'eau, c'est un phénomène naturel. Et donc, il faut que nous pensions comment, sur nos grands fleuves, l'Ouémé, vous avez vu ce qui s'est passé à Bétérou la dernière fois. Tout à fait. Comment,
canaliser, pas canaliser, comment maîtriser les eaux de l'Ouémé en faisant des barrages peut-être tous les 50 km ou 40 à 25 km, des barrages qui permettent de faire comme des retenues et de ralentir la vitesse. De ralentir la vitesse et pour que toute cette eau n'aille pas rentrer inutilement dans la mer et on n'ait plus de quoi à boire ni à faire l'agriculture. Ce que je vais vous proposer, M. Doutetien, je vais voir avec vous hors antenne quelle est votre disponibilité en termes donc de temps et la semaine prochaine on pourra revenir sur comment est-ce qu'il faut positiver ces eaux-là qui viennent cycliquement et que nous perdons malheureusement alors même que parfois on en a besoin le reste de l'année. Oui, il faut qu'absolument on y pense. Merci beaucoup, M. Henri Doutetien. Je rappelle que vous êtes spécialiste des travaux publics. Vous étiez ce matin sur ce plateau pour qu'on évoque un peu la situation des écoles qui, en début d'année, sont inondées par les eaux. Bonne journée à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause.